recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nosrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour Awanel Dou. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec les 4 experts internationaux recrutés pour auditer le fichier électoral pour les élections générales de 2026 qui ont livré leurs premières conclusions de leur travail le mardi dernier. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Comme annoncé par Abdelkader Achirou, les 4 experts internationaux recrutés pour auditer le fichier électoral dans le cadre des élections générales de 2026 ont livré leur première conclusion de leur travail ce mardi 5 août 2025 au champ d'oiseaux de Cotonou. À l'issue d'un séminaire de restitution tenu à huis clos avec les acteurs politiques, le chef d'équipe des experts et le président du comité de pilotage en la personne de Jean-Baptiste Elias ont animé une conférence de presse. Plus de précision avec Quentin Amoussou. Les principales conclusions échangées avec eux ont tourné autour du cadre légal d'abord. Nous avons eu à féliciter l'abondance de l'encadrement juridique de tout ce qui se passe, partant de la collecte des données de la population jusqu'à l'établissement de la liste électorale informatique. Laissez-moi vous décrire un peu la procédure. Vous êtes béninois et vous connaissez mieux cette procédure que moi. La plupart d'entre vous présents ici, vous étiez là avant 2017, n'est-ce pas? Et vous avez connu un événement important en matière de gestion des données des personnes en 2017. Le recensement administratif à vocation d'identification des personnes. Vous appelez ça comment? Le RAVIP. C'est le point de départ de tout. Depuis les RAVIP, un effort est fourni au Bénin pour que toutes les naissances soient déclarées. Un effort est fourni au Bénin pour que tout ce qui a comme élément de changement d'adresse, problème d'erreur ou de correction, ça soit pris en compte. Ça s'est accentué avec l'installation de l'ANIP et le déploiement des unités de l'ANIP au niveau de vos mairies respectives. Les tablettes RAVIP, c'est une expression qui est très courante, RAVIP, ici. Les tablettes RAVIP, c'est-à-dire les tablettes qui avaient été utilisées pour recenser la population, existent et continuent à rendre service. Chaque fois que vous vous présentez au niveau de vos mairies, vous êtes pris en charge. Mais cette prise en charge, c'est quoi? C'est la collecte, c'est ce que nous appelons la collecte des données. Des données d'identification et d'inscription pour ceux qui n'étaient pas là quand le RAVIP avait eu lieu. Et donc, ils font leur RAVIP au moment où ils se présentent. Tout comme des données correctives pour ceux qui, après avoir été pris en charge par le RAVIP, ont connu des changements par rapport à leurs éléments d'identification nominale. Ils viennent avec des preuves, effectivement. Mais tout ça, c'est encadré par vos lois et autres textes. Prise en charge au niveau de maisons, des mairies, ces données sont communiquées et transmises au niveau des bases de données nationales. Il y a 3 bases de données, comme je vous ai dit. Le RNPP, le Registre national de personnes physiques, le FNEC, le Fichier national d'état civil. Et c'est de ces 2 bases de données qui sont en interaction
qu'on extrait à tout moment le fichier électoral. Madame, c'est le fichier qui est dynamique, ce n'est pas le système. Qu'est-ce que cela veut dire? À tout moment, là, en tant qu'expert, si je vais au niveau de la NIP et que j'applique le mécanisme d'extraction, j'aurai un fichier à l'état du temps d'extraction. Et cela sera possible, pas jusqu'à la veille de scrutin, c'était pour corriger. En réalité, le temps où tout cela devra s'arrêter, c'est le 12 novembre 2025. Parce que la loi, votre loi électorale dit 60 jours avant la tenue de scrutin des premières élections directes, la liste électorale informatique est établie et communiquée au niveau de la Sénat. Pour le moment, la Sénat n'a encore rien à faire par rapport à la question de l'établissement des listes électorales informatiques. C'est la compétence de la NIP. Afin, autant pour moi, de pouvoir exprimer leur vote à la présidentielle de 2026, les Béninois de la diaspora devront se faire enrôler au RAVIP. En avril 2026, les Béninois seront aux urnes pour élire leur nouveau président. Pour ce scrutin, la participation de tous les Béninois de l'intérieur comme de l'extérieur est vivement souhaitée. Dans ce cadre, le ministère des Affaires étrangères a invité les Béninois de la diaspora à s'enrôler au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP avant le 30 septembre 2025. Selon le calendrier électoral, le premier tour de la présidentielle aura lieu le 12 avril 2026. S'il n'y a pas de second tour, le vainqueur de ce scrutin succédera à Patrice Talon, arrivé au terme de ses 2 mandats constitutionnels. Quelques citoyens béninois ont livré leurs impressions suite à la déclaration du chef de l'État à la fin du défilé militaire du 1er août dernier. À l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Bénin, le président Patrice Talon a accordé une interview à la presse après le défilé militaire. Dans sa déclaration, le chef de l'État, Patrice Talon, affirme avoir donné le meilleur de lui-même en ce qui concerne sa gouvernance depuis 2016 à nos jours. Au micro de Romaric Djessougogbeno, quelques citoyens béninois ont livré leur point de vue. Suivons ensemble. Il a dit un certain nombre de choses qui me paraissent aussi normales qu'humaines. Parce que il a fait en quelques mots, il a fait le bilan de ses mandatures, des mandats qu'il a fait. Donc, il a dit un certain nombre de choses. Il a parlé de pardon, que les gens ont trop tôt confondu au pardon de quelqu'un qui serait coupable de quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est le pardon qu'il a demandé, c'est humain. C'est pas qu'il s'est culpabilisé, non. Il a demandé pardon, le pardon de quelqu'un en tant qu'humain dans l'exercice de ses fonctions n'aurait pas convaincu tout le monde dans ses actions, ou tout le monde n'aurait pas accepté ce qu'il a fait, ou quelque chose il aurait voulu faire qu'il n'a pas pu faire. C'est ça, c'est le pardon là qu'il a fait. Parce que quand on est humain dans les actions, tu peux pas faire rien que de content. Tu dois faire aussi des mécontents. Donc c'est de ça là qu'il parlait. Les gens ont trop tôt dit qu'il demande pardon et que lui-même a dit que parfois le pardon est une faute. Non, il ne faut pas confondre le pardon qu'il a dit d'antan et le pardon que lui demande aujourd'hui. Tout président avant son départ arrive à dire quelque chose. Il a pu dire pour lui, à chacun des Béninois de prendre ce qu'il peut prendre et de laisser ce qu'il en faut. Selon moi, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Un président ne peut pas venir dire qu'il va tout faire, c'est faux. Le pouvoir est une continuité et il y avait des choses en cours, des travaux en cours quand il a pris le pouvoir chez son prédécesseur Boni Yahi. Alors, il a eu aussi des programmes. Yahi n'a plus fini pour lui, lui aussi ne pourra finir parce que tant qu'une république reste,
rien ne peut être fait au total pour satisfaire le peuple. Et voilà qu'on dit que le pouvoir est une continuité. Quelqu'un d'autre viendra combler et fera aussi de ses projets et n'en finira pas aussi. Donc c'est une chaîne. Et quant au pardon que le chef de l'État demande, selon moi j'ai compris que les engagements ou bien les projets ne sont pas totalement réalisés, raison pour laquelle il demande pardon. C'est comme ça que je l'ai pris. D'une part, je dirais oui, il demande pardon à tout le peuple vis-à-vis de certains engagements qu'il n'a pas honorés. Le chef de l'État est élu au suffrage universel dans ce pays, donc il doit faire quelque chose. Aujourd'hui, d'après tout ce que j'ai entendu de lui, il parle d'une autosuffisance qu'il a réalisée, il a utilisé toute potentialité, c'est beau. Mais nous, citoyens lambda, est-ce que nous sentons ça? Nous ne sentons pas. Nous ne sentons pas. Mais ce que je dis, tout Béninois confondu ne peut jamais dire et ne peut dire que le chef de l'État n'a rien fait. Nous savons que le chef de l'État a fait et de grandes choses. Mais nous dire que avec satisfaction, avec foi, moi je me dis pourquoi le peuple béninois n'a pas besoin de ça. Le peuple béninois n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'une satisfaction commune de tout le Bénin. Insuffisance, meilleur. C'est deux mots contradictoires. Insuffisance, mais il est conscient. Et il dit qu'il a fait le meilleur de lui-même. Non. Ça commence. Insuffisance, moins l'infini, ouvert, à plus l'infini, ouvert. Donc, les deux bornes sont larges. Libre cours aux commentaires. En 9 ans à la tête de notre pays, vraiment, si moi je dois caricaturer les 9 ans, c'est comme si c'est un président que moi, personnellement, je dis moi, personnellement, si ce n'est pas une histoire de constitution, moi je n'aurais pas voulu qu'il parte. Mais lui-même là, il a le dit, quand on reste trop au pouvoir, on ne donne plus, au fil des temps, on ne donne plus de résultats. C'est ça que lui-même il a compris et il a trop tôt vite cédé. Donc, je vois que les 9 ans sont des années très, très bénéfiques pour notre pays. Il a fait de belles choses, très belles choses. Nous sommes prêts de tout ce que lui a dit, le peuple est prêt. Mais lui, il n'a qu'à nous écouter en tant que peuple. C'est voilà ce que nous lui demandons. Monsieur le Président, c'est très beau, c'est joli. Est-ce qu'il faut vous apprécier plus que ça? Nous savons que vous avez tellement fait. Nous le savons. Mais c'est nous qui allons apprécier. C'est nous qui allons venir vous dire, voilà, Président, il y a un adage en fond qui dit, 5 nouveaux marchés urbains seront ouverts au public d'ici le mois de septembre 2025. 5 nouveaux marchés urbains de détail ouvriront leurs portes en septembre prochain. L'annonce a été faite par Eunice Loisel Kinifo, directrice de l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM. Il s'agit d'abord des marchés de PK3 à Cotonou, de Guéma à Parakou, de Djougou et de Rundro à Abomey. Le 5e est ensuite situé à Kokokodji dans la commune d'Abomey-Calavi. Il sera inauguré en octobre en raison des travaux de voirie encore en cours. En parallèle, l'ANAGEM prépare l'ouverture du pôle commercial Général Mathieu Kérékou prévu pour janvier 2026. Rappelons que depuis 2016, le gouvernement a construit 21 marchés de détail à travers le pays. À ce jour, 15 sont déjà ouverts, dont 9 à Cotonou et 1 à Porto-Novo. 6 restent encore à inaugurer, parmi lesquels Wando et Kokokodji. Le gouvernement malien a annoncé ce 4 août la libération de 4 chauffeurs routiers
marocains enlevés en janvier par un groupe affilié à l'État islamique dans le nord du Burkina Faso. C'est bien cela. Dans un communiqué publié le 4 août 2025, le gouvernement du Mali a confirmé la libération dans la soirée du dimanche 3 août de 4 chauffeurs routiers marocains qui avaient été kidnappés le 18 janvier 2025 dans le nord-est du Burkina Faso à proximité de la frontière avec le Niger. Ces otages étaient détenus par le groupe terroriste État islamique dans la province du Sahel, une branche régionale de Daesh sévissant dans la zone des 3 frontières. L'opération ayant conduit à leur libération a été rendue possible grâce à une étroite coopération entre l'Agence nationale de la sécurité d'État du Mali et la Direction générale d'études et de documentation du Maroc. Selon Bamako, les 2 institutions ont mené des investigations continues durant plus de 6 mois, mobilisant moyens humains et technologiques pour localiser et sécuriser les otages. Merci à vous, Nasrine Fatoui, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur Réserve TV est prévue pour 19h avec Atifa et Tayo Lafa. Place à présent à l'actualité sportive.